On pense souvent à l'école comme étant le grand terrain de jeu de l'égalité des chances. Tu sais, l'endroit où le talent, le travail, ça finit toujours par payer, peu importe d'où on vient. Mais, et si cette belle idée-là était en fait un mythe? Et si, au contraire, l'école était une redoutable machine à reproduire les inégalités sociales? C'est cette question-là, assez provocante, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors pour ça, on va plonger directement dans une œuvre, disons-le, monumentale de la sociologie française, La noblesse d'État, que Pierre Bourdieu a publiée en 1989. C'est une analyse vraiment, vraiment poussée du rôle des grandes écoles françaises dans la formation des élites du pays. Bah, pour commencer, parlons un peu de cette idée qu'on aime tant, la méritocratie. Cette belle promesse que l'école, c'est un lieu juste, un lieu équitable. Dès le départ, Bourdieu nous lance un défi avec cette citation. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut carrément faire le deuil de cette vision un peu parfaite de l'école. L'idée que le mérite l'emporte toujours sur la naissance, que ce qu'on accomplit vaut plus que ce qu'on a hérité, pour lui, c'est un mythe. Puis là, ça nous amène à la question qui dérange. Et si l'école ne faisait pas que repérer le talent, peu importe où il se trouve, et si, de façon beaucoup plus subtile, elle était organisée pour transformer le privilège social, l'héritage familial, en quelque chose qui a l'air d'être du pur talent? OK, là, on arrive vraiment au cœur de l'argument de Bourdieu. Il nous dit qu'il y a un lien direct, un lien profond entre la structure de la société et la structure de nos pensées. Ce lien-là, il l'appelle la correspondance. En gros, c'est l'idée que les divisions bien réelles de la société, par exemple entre les classes dominantes et les classes dominées, se reflètent dans notre tête, dans les catégories qu'on utilise pour juger le monde. Notre façon de penser n'est pas neutre. Elle est façonnée par la société. Puis c'est où que ça se passe tout ça? Eh bien, c'est à l'école. Bourdieu la décrit comme une immense machine cognitive. Son rôle, c'est pas juste d'enseigner des matières. C'est aussi et surtout de classer, de trier puis de répartir les élèves selon des hiérarchies qui, au final, ressemblent drôlement aux hiérarchies sociales qui existent déjà. Bon, d'accord. Mais comment ça marche concrètement cette machine à trier? Le mécanisme est subtil. C'est pas une discrimination directe. Non, c'est la valorisation d'une qualité bien précise, l'aisance. Et cette aisance-là, elle vient de ce que Bourdieu a nommé le capital culturel. C'est pas juste ce qu'on apprend dans les livres, là. C'est un paquet de savoirs, de manières de parler, de se comporter, de goût, qu'on absorbe presque sans s'en rendre compte dans notre famille. C'est une culture qui devient comme une seconde nature. Et ce fameux capital culturel, ça crée deux types d'élèves aux yeux de l'école. D'un côté, il y a celui qui le possède. Lui, il est vu comme brillant, aisé, naturel. On dirait que sa réussite, c'est un don. De l'autre côté, il y a celui qui doit tout apprendre à la dure, à l'école. Lui, il est vu comme sérieux, laborieux, tenace. Sa réussite, c'est le résultat d'un effort qu'on peut voir. Puis le gros problème, c'est que le système, lui, il valorise beaucoup, beaucoup plus le premier que le deuxième. Puis ça, c'est pas juste une impression, hein? Bourdieu cite des vrais rapports de jury de concours. Écoutez bien les mots. Le jury veut dépasser l'humble et morose effort pour trouver l'aisance et l'élégance. L'effort est décrit comme quelque chose de triste, de pénible, alors que la facilité, qui vient du capital hérité, elle, est vue comme la vraie marque de l'excellence. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. La précocité, qu'on voit souvent comme un signe de talent, c'est en réalité une preuve de cet héritage. Bourdieu a sorti les chiffres, puis regardez bien ça. Chez les lauréats les plus jeunes, ceux qu'on perçoit comme les plus doués, près de 70 avaient un père diplômé de l'université. Comparez ça aux élèves plus âgés, où le chiffre tombe à moins de 40 La rapidité, c'est un privilège. Puis, cette logique de classement, elle ne s'arrête pas aux élèves. Non, non. Elle influence aussi la façon dont on perçoit les matières scolaires elles-mêmes. Ça crée toute une hiérarchie entre les disciplines. Ce que Bourdieu dit, c'est que l'école organise les savoirs en créant des oppositions. D'un côté, il y aurait les disciplines dites nobles, celles qui demandent du don, du talent. De l'autre, les disciplines plus techniques, celles qui récompensent le travail. Et encore une fois, c'est pas juste une idée en l'air. Si on regarde le graphique, qui est basé sur les données de Bourdieu, on voit que les disciplines de talent, comme le français ou la philo, attirent des étudiants qui viennent de milieux sociaux beaucoup plus favorisés. À l'inverse, les disciplines de travail, comme la géographie, sont plus accessibles aux élèves qui viennent de milieux plus modestes. Mais ce qui est peut-être le plus fou, c'est que les étudiants eux-mêmes finissent par intégrer ce code-là. Quand on leur demande d'expliquer pourquoi ils ont réussi, un gagnant en français va parler de sa personnalité ou de son originalité. Un gagnant en géographie, lui, va mentionner la clarté de son plan ou la qualité de ses cartes. Chacun se décrit avec les qualités que sa discipline est supposée exiger. Alors, au bout du compte, ça mène où tout ça? Quel est le résultat de ce grand processus de tri, de classement, de valorisation? Bien, c'est la création et la légitimation d'une nouvelle élite, ce que Bourdieu appelle la noblesse d'État.
Pour que ce système-là tienne la route, on n'a pas besoin de force brute, non. Ça repose sur quelque chose de pas mal plus puissant, la violence symbolique. C'est une domination douce, invisible, qui fonctionne parce que ceux qui la subissent sont, d'une certaine façon, d'accord avec, sans même s'en rendre compte. OK. Comment ça marche concrètement? Premièrement, le système présente ses valeurs, comme le fait que l'aisance, c'est mieux que l'effort, comme si c'était naturel, universel. Deuxièmement, les élèves, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, finissent par intégrer ces jugements-là. Et troisièmement, la hiérarchie qui en découle, les brillants en haut, les laborieux en bas, finit par avoir l'air juste, légitime, basé sur le mérite. La conséquence de ça, elle est ouf, elle est puissante et assez troublante. Comme le dit Bourdieu, les dominés finissent toujours par contribuer sans le savoir à leur propre domination. Ils acceptent les règles d'un jeu qui, au départ, les désavantagent. Et voilà, c'est ça le produit final. L'école a réussi sa mission cachée. Elle a pris un avantage social, le capital culturel, et elle l'a transformé en mérite personnel, avec la belle étampe d'un diplôme prestigieux. Elle a créé une nouvelle noblesse, pas une noblesse de sang, mais une noblesse d'État, qui tire sa légitimité de l'excellence scolaire. Tout ça, ça nous laisse avec une grosse question. Si l'école n'est pas un arbitre neutre, mais un terrain de jeu où les règles favorisent ceux qui partent déjà avec une longueur d'avance, alors ça veut dire quoi vraiment réussir? C'est quoi le mérite dans un jeu où les dés semblent pipés dès le départ?